Et voilà, j'espère que vous m'entendez. Premier live. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci de venir ce soir donc pour cette première sur Twitch. C'est une première, la première qu'on fera donc avec Marc. Donc aujourd'hui, nous avons prévu une interview de Marc Gutekunst, praticien en médecine traditionnelle chinoise et formateur de cette médecine. Il est aussi formateur de Zinen Qigong depuis une vingtaine d'années, enseignant d'art interne chinois dans les arts martiaux tels que Taiji, qu'il pratique depuis à peu près 40 ans, il me semble, le Bagua, Ta Cheng Chuan, peut-être d'autres, mais aussi formateur de la trame. Et il est surtout aujourd'hui, pour cet entretien, l'auteur d'un excellent ouvrage intitulé Qigong, un périple au cœur du souffle, pratique de prise de conscience, édité au Mercure dauphinois donc. Veuillez, s'il vous plaît, donc dans le chat, on vous entendra pas, mais vous pouvez vous exprimer dans le chat. Souhaitez la bienvenue à Marc Gutekunst. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue. Et bienvenue. Merci de votre accueil. Alors, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la présentation que j'ai faite de toi ou... Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le fait est que ça relate que je suis dans ce domaine de recherche depuis déjà de très nombreuses années et que c'est avec le recul finalement que je vois qu'il y a une certaine forme d'expertise qui s'est mise en place. Mais ça a été un périple un peu de pouvoir cheminer au sein de ces approches de manière qui ont commencé à des époques où c'était pas tellement quelque chose qui était grand public, disons. Je vais commencer par quelques questions à propos du livre justement. Donc oui, déjà le titre, donc Qigong, un périple au cœur du souffle, pratique de prise de conscience. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter la genèse de ce livre ? Alors cet ouvrage, il est issu d'un espace de recherche où pendant un moment, il y a eu une étude avec le professeur Zhang Wenshun et j'ai suivi son cours pendant à peu près 2 ans et demi, même 3 ans. Et il y avait un rapport d'étude à fournir et c'est ce qui m'a permis de poser sur le papier et de réfléchir à ma pratique. Chose que je n'avais pas eu jusqu'à l'heure l'occasion de mettre en œuvre. Et à partir de là, les choses se sont construites progressivement. J'ai rencontré Madame Geneviève Dubois, qui est l'éditrice du Mercure dauphinois. Je lui ai présenté quelques passages de ce que je mettais sur papier et elle a trouvé ça digne d'intérêt. Donc, ce qui m'a donné l'envie de continuer et d'orienter un petit peu le travail sur la relation entre le corps et la relation qu'on a avec notre corps et la conscience. Voilà, essentiellement, à travers cette approche-là. Ok, très bien. Je vais poser des questions simples au départ pour les personnes qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que c'est que le Qigong. Ça sera la première question du coup. Qu'est-ce que c'est que le Qigong et donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition de ce terme ? Alors, très succinctement, on va parler de Qigong, de pratique de Qigong qui va se distinguer des autres arts du mouvement à partir du moment où 3 éléments vont être ensemble. On va donc considérer que l'attention va être posée sur le corps physique. Le corps physique, la forme matérielle, va être le support de l'attention. Et donc la conscience va devoir être associée à cette pratique corporelle, matérielle. Mais c'est pas tout. La conscience, pour parler de Qigong, elle doit s'associer à cette notion de Qi, de souffle, d'énergie, qui parcourt le corps, qui est tout autour du corps et qui l'anime également. Donc on reviendra peut-être un peu plus tard sur la définition du Qi en lui-même, mais disons qu'on va parler de Qigong une fois que la conscience, la matière et l'énergie vont pouvoir œuvrer ensemble. À partir de ce moment-là, on va parler de Qigong. On peut commencer à parler de Qigong. Alors bien évidemment, au-delà de ça, traditionnellement, il y a tout un système qui s'est construit. Il y a de multiples Qigong en Chine, il y a de multiples formes de Qigong, de multiples outils, mais globalement, ils s'appuient tous sur ce triptyque, sur ce ternaire-là.
Il faut rappeler que le Zen Qigong est un Qigong relativement récent. Le docteur Pangreming a mis en place ce Qigong avec une forme de synthèse qui rassemble l'ensemble des Qigong traditionnels, plus son expérience et sa compréhension. Et ce qui va définir le Zen Qigong par rapport aux autres approches, c'est un aspect théorique extrêmement profond, extrêmement développé sur la notion de l'entièreté, la théorie de l'unité, de l'entièreté, ce qu'on appelle Hunyuan, qui a été mise en place par le docteur Pangreming, qui était lui-même praticien en médecine traditionnelle chinoise et qui a développé et qui a permis l'émanation de cette approche. Et je dis ça parce que bien que, effectivement, de manière très générale, le Qigong fasse partie de la médecine traditionnelle chinoise, le Zen Qigong en prend appui et racine, mais a aussi ses propres spécificités, parfois s'en détache un peu. Très bien, bah, tu as pris un peu d'avance sur, sur les questions que je voulais te poser en parlant du Zen Qigong, c'est très bien. De toute façon, on reviendra dans le détail aussi. Oui. Et donc, eh bien oui, alors on a regardé, donc tu as donné cette définition de Qigong et tu es venu tout de suite sur le Zen Qigong. On verra comme tu l'as dit, et puis c'est vrai qu'avec le Zen Qigong, la question du Qi en lui-même, tu traites de la question du Qi, et c'est une question très intéressante, comment même en anthropologie, c'est comment ça reste une notion à la fois clé, mais qui est plutôt étrangère de la plupart des Occidentaux, on pourrait dire. Mais encore une fois, on va y aller petit à petit. Et pour rester sur le titre, donc il y a 3 titres, on pourrait dire. Enfin, on va dire, voilà. Un périple au cœur du souffle. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot déjà sur ce deuxième titre qui va avec Qigong D'une certaine manière, ça peut venir souligner ce que tu es en train d'évoquer, dans le sens où déjà de parler du Qi, c'est périlleux, dans un premier temps, parce que de quoi on parle, qu'est-ce que c'est véritablement, comment on va le découvrir, et puis périple également, parce qu'on s'aperçoit que la compréhension qu'on a de l'art va évoluer au fur et à mesure de l'existence, et que pour pouvoir réaliser, ou laisser se réaliser plutôt, ou advenir un certain nombre de choses, eh bien, il va falloir se départir d'un certain nombre d'éléments, et c'est pas toujours aisé. Ça nous demande à remettre notre compréhension au goût du jour régulièrement, parce que pendant longtemps, on croit comprendre suivant un certain prisme, et c'est pas faux, on comprend, mais dans une limite particulière. Et puis après, eh bien, parfois, il y a un élément ou un événement qui fait que tout d'un coup, notre point de vue change, notre compréhension change radicalement. Et là, il faut être à même de pouvoir réajuster à la fois sa pratique et puis son existence par rapport à ça. Parce que la pratique du Qigong, on verra peut-être les différents objectifs, mais un impact extrêmement profond sur notre manière d'exprimer notre existence, notre manière de vivre. Et donc, toutes ces prises de conscience successives, de réalisation, font que parfois, c'est plus ou moins aisé ou plus ou moins ardu, ça dépend comment on le prend, de pouvoir d'amener cette quête, d'amener en fait cette recherche et cette découverte également jusqu'à la laisser se développer, la laisser vivante, et pas l'enfermer dans quelque chose qui serait un peu sclérosant, comme une autre limite sur laquelle on pourrait s'appuyer et qui serait très confortable, mais qui ne donnerait pas plus d'éléments finalement. Oui, donc là, on a cette notion de chemin finalement, et tu reviens dans ton livre, et puis on verra justement un peu plus loin, parce qu'on va regarder les chapitres, mais sur cette histoire d'identité, d'existence, donc, et de soi. Donc ce sont des notions que Marc exprime dans son livre, et on va les regarder petit à petit. C'est déjà plutôt clair comme objectif, et il y a une troisième, qui est peut-être plus technique, qui est pratique de prise de conscience. Alors il y a les pratiques de conscience, c'est une terminologie maintenant qu'on entend justement dans les STAPS ou
donc jeunesse et sport, enfin plutôt sport-études, qui justement va définir ce que sont des pratiques qui sont pas vraiment sportives, mais plutôt qu'on appelle aussi internes. Toi, tu as choisi pratique de prise de conscience. Donc là, il y a aussi une action de la prise de conscience. Est-ce que tu peux nous dire un mot dessus, là-dessus, en fait? Disons que c'est un petit peu dans la continuité de ce que j'étais en train d'exposer précédemment, dans le sens où l'attention qu'on va poser sur le corps, l'attention qu'on va poser sur l'énergie et l'attention qu'on va poser sur la conscience elle-même, puisque ça fait partie intégrante de ce qui se manifeste dans nos existences, hein. L'attention va être posée sur ces aspects-là. Et tout d'un coup, la réalisation, ce que ça va nous faire prendre conscience, va évoluer. Donc effectivement, c'est un outil habile. Le fait de passer par l'écoute du corps, par l'écoute des émotions, par l'écoute des pensées, et là on rejoint les grands courants finalement d'introspection de la conscience, une forme méditative pour se retrouver en équilibre, vont amener à des réalisations, ou en tout cas des expressions de nos vies, comme je le disais, qui peuvent être plus vastes, en tout cas plus confortables. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais disons se trouver plus en accord avec l'expression de notre existence. Voilà, qu'il y ait moins de fractionnement. Ok. De toute façon, il y a aussi la notion de conscience. Elle parcourt tout ton ouvrage. Ouais. On va la réinterroger plusieurs fois. Petit spoiler, on va la revoir au moins 3 fois, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est une notion, on n'ira pas sur cette voie-là de la philosophie occidentale qui tourne autour de la notion de conscience, mais ça ferait encore une autre définition. Mais là, c'est vrai que dans ton livre, on va le voir, tu viens donner un éclaircissement finalement sur différentes façons de se représenter la conscience, d'en parler. Déjà par le fait que de la langue chinoise, mais surtout dans une langue chinoise spécifique. On verra donc à la médecine traditionnelle chinoise et au Dinan Qigong aussi. Mais encore une fois, on y va petit à petit. Donc on va pas regarder tous les chapitres non plus. C'est quand même tu parcours beaucoup de choses dans ce livre. Ici, pour essayer d'avancer un peu. On a déjà parlé du Qi, c'est peut-être le moment de le définir. Est-ce que justement tu pourrais nous dire quelques mots spécifiquement sur le Qi, comment est représenté le Qi c'est toi qui décides, par le Dinan Qigong, la médecine chinoise. Est-ce que c'est la même chose comment toi tu le vis peut-être aussi? C'est d'abord une notion multiple, le Qi, complexe, pas simple à aborder. On va pouvoir essayer de donner des définitions et puis il y a un certain moment, ça peut aussi nous échapper, dans le sens où ça peut dépasser les limites de la définition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le terme Qi dans la langue chinoise, il peut recouvrir aussi une notion d'air, d'espace, et aussi d'énergie, comme on entend parler. Mais si on limite, comme on le traduit souvent, Qi au terme énergie en français, il s'oppose à un élément qui peut poser un peu problème. C'est que tout d'un coup, on va considérer ce Qi, finalement, comme une forme d'énergie. Et cette forme d'énergie peut être en mouvement. Elle peut être, elle a une forme d'un aspect presque mécanique et matérialiste très fort. L'énergie, qu'elle soit magnétique, qu'elle soit toute forme de force. Mais pour les Chinois, ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a ces éléments-là, bien évidemment, mais en même temps, au sein de ce, entre guillemets, énergie ou ce souffle, se trouve aussi une forme d'information. Une forme d'information, de transformation, aussi une forme de conscience. Donc déjà, le terme énergie, il est exact, mais il est très restrictif. Par commodité de langage, on va le prendre, mais cet élément d'information à l'intérieur de l'énergie qui est indissociable est quelque chose d'élément très important. D'accord. Donc récemment, je travaillais je vais reprendre les propos d'un professeur qui est le professeur Zhang Wenchun. Il donnait une définition du Qi. Il disait le Qi, c'est une substance sans forme. C'est important de se rendre compte que c'est pas rien. Il y a quelque chose, mais il n'y a pas de forme.
Et là, on revient à la notion de l'air. On ne met pas en question qui est de l'air. Par contre, quelle est la forme de l'air? C'est compliqué. Est-ce que c'est la forme de la pièce? Est-ce que c'est la forme qui est en dehors de la pièce? Comment? Et pourtant, on ne remet pas en compte cela. On sait qu'il y a. Ben, le qi, ça approche un petit peu ça. D'ailleurs, en chinois, qi et air, c'est similaire. Alors, Donc cette notion, ça veut dire que c'est quelque chose qui va animer, qui est présent, qui constitue toute chose. En fait, on considère que finalement, ce qi, cette substance sans forme, cette information, elle est la racine, la préexistence à la manifestation, à toutes les formes. Elle est là, il y aurait une énergie originelle qui serait, comment dire, à la source du développement de la multitude et de l'apparition des formes. très bien. Et alors là, pour essayer de contextualiser, Ouais. quand tu parles de chi, en parlant de constituants des formes, Ouais. de quelle culture tu parles Bah, exactement? Enfin, Là, parce- on retrouve bien sûr dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise, dans le taoïsme, dans cette culture-là, bien évidemment, mais c'est pas très éloigné de certains concepts occidentaux, hein. Il y a une notion d'une unité, de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est indicible et pourtant qui crée toute chose, qui est là partout, le souffle, la lumière, enfin, dans beaucoup de traditions humaines, il y a cette notion d'un principe du vivant, un principe vital, qui est animé, qui a une conscience, qui est impalpable, qui peut prendre toutes les formes et qu'on voit à travers toutes les formes qui préexistent. Et c'est pas simplement intrinsèquement refermé sur un aspect culturel. Bien sûr, les cultures ensuite vont les exprimer un peu de manière différente, avec des termes différents, mais cette notion de fond, je trouve qu'elle ressort beaucoup dans beaucoup de visions qu'ont eu l'humain sur le monde. oui, mais c'est juste que l'appellation Qigong, elle est assez Qigong. spécifique déjà, enfin, dans le Oui, sens oui. où il y a Qi dedans. Mm. Des pratiques de Qigong, si on le traduisait en français par exemple, si tu t'as parlé de lumière tout à l'heure, j'ai jamais entendu parler de pratiques de lumière, tu vois, par exemple, hein. Mais dans le sens où, c'est pour ça que je parlais de la culture, mais là, Mm. comment le Qigong, justement, emploie le Qi? Parce que ce serait ça qui peut-être Ah, permettrait de faire le lien. bon, Qi, c'est le souffle, hein, on va dire que c'est le souffle, c'est l'énergie originelle. C'est difficile de voilà, d'avoir un mot exact. Enfin, ça Non, mais peut-être dans caractérise la mise en ce principe. mouvement, Voilà, exactement. comment le Qigong utilise ce Mm. Qi. Et, Et en fait, l'idéogramme Kong représente un outil, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir œuvrer et être œuvré par, par le chi, par le souffle. Si on prend l'idéogramme, je l'avais marqué dans l'ouvrage, mais si on reprend l'idéogramme chi et que juste on regarde cet idéogramme comme un tableau, eh bien on y découvre un certain nombre d'éléments. Et on va découvrir d'abord un élément qui représente comment dire, une botte de céréales. Et cette botte de céréales, elle est mise en action avec un feu qui est en dessous. On est en train de faire cuire des céréales, quoi. Donc on voit que ces céréales, elles sont mises là. Donc c'est une partie très matérielle, hein, les céréales. On les voit, hein, c'est de la matière. Hein, il y a un aspect matériel dans même l'idéogramme Qi à proprement parler. Donc il y a ce côté matériel, il y a un feu, il y a une énergie sous-jacente qui va permettre une transformation. Parce qu'on fait cuire le riz, il va se transformer indéniablement. On va voir quelque chose de très matériel passer dans d'autres états, changer d'état, se transformer, à tel point qu'une autre partie de l'idéogramme représente au-dessus de la casserole des vapeurs. Et il y a 3 niveaux de vapeur. Ce qui veut dire que, effectivement, quand on a le nez juste au-dessus de la casserole, on sent un certain nombre de parfums. Mais on voit bien que ce qui émane de la casserole, ce brouillard lumineux, là, cette cuisson, cette vapeur de la cuisson, elle est plus subtile que le riz, on est bien d'accord, mais elle reste presque palpable. C'est pas uniquement mécanique, il y a de l'information à l'intérieur, il y a quelque chose de subtil. Et le travail, enfin le travail où notre attention va être posée, c'est aussi sur cet aspect-là. tout à l'heure, tu as parlé
de la spécificité du Dinen Qigong. Et j'aimerais, si tu veux, qu'on revienne un petit peu là-dessus. Alors, je vais peut-être jouer sur les mots, tu me diras, hein, mais tu as parlé de céréales, tu as parlé justement de riz. Et là, on se retrouve avec le Dinen Qigong qui propose le chant de Qi. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que justement par rapport moi j'avais compris que le Dinen Qigong amenait cette notion de chant de Qi, que c'était pas le cas de tous les Qigong, et en même temps, si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par chant, est-ce que c'est justement le chant cultivable ou c'est le chant de force? Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour expliquer justement cette notion de chant de Qi, on va essayer de continuer de tirer le fil avec ce que j'évoquais précédemment, dans le sens où il y aurait une énergie originelle qui est toujours présente et qui va constituer toute chose. Ça veut dire que dans la vision du Dinen Qigong, rien n'existe véritablement tout seul. Il y a toujours un mélange qui s'opère, il y a toujours une interaction qui s'opère. Et quand on va parler de notion d'entièreté et d'unité, eh bien, c'est pas simplement au niveau corporel une sensation d'unité du corps, mais ça prend aussi la rayonnance énergétique du corps. C'est-à-dire que le corps, il vibre. La matière, elle vibre à une certaine fréquence. Et puis, tout autour du corps, il y a aussi une résonance du corps. Et cette résonance qui est proche du corps, c'est fait partie du champ de Qi, le champ de Qi du corps. Et ensuite, ce champ de Qi, cette vibration, cette information, elle s'expanse et elle fusionne, elle s'harmonise avec des champs tout autour, de plus en plus vastes, la pièce, les autres personnes, les autres êtres vivants. En fait, le champ de Qi permet de travailler dans un champ unifié de conscience et d'un champ d'énergie unifié, à l'intérieur duquel l'information va circuler pour tous les individus de manière harmonieuse, permettant à ceux-ci de pouvoir l'intégrer et réaliser pour eux ce qui est nécessaire dans leur travail. Mais disons qu'avec le champ de Qi, c'est vraiment un champ de rayonnance, un champ de conscience unifié, harmonieux ou simplifié, où tout d'un coup, l'information va pouvoir être plus cohérente et tout le travail qu'on va faire va porter chacun d'entre nous et permettre des transformations importantes. Et ça nous mène. Ouais. Ok, merci. Et par rapport au Dinen Qigong, alors justement. Le Dinen Qigong, c'est justement la spécificité, c'est qu'on va travailler dans ce champ unifié de conscience, de simplification, qui va tellement se simplifier, on pourrait dire se purifier, mais je préfère se simplifier, qui va rentrer en écho, en résonance avec le Qi de l'univers. Et en fait, ça, c'est vraiment une spécificité. Mais parce que dans d'autres Qigong, par rapport à d'autres Qigong qui travaillent, où l'individu travaille sur le mouvement, sur le corps, sur le Qi, évidemment, mais considère peut-être un peu moins ce champ impliqué de conscience et de rayonnance. Parce que là, tu nous as donné la définition, on pourrait dire, profonde du champ de Qi et plus globale de comment l'entend le Dinen Qigong. Il me semble qu'il y a aussi une pratique dite de faire le champ de Qi, qui est souvent la pratique d'ouverture. Et ça justement, c'était intéressant vis-à-vis, on va y venir, de la prise de conscience, parce que c'est un moment où l'instructeur va énoncer, appeler des zones du corps et finalement aller chercher le pratiquant aussi vis-à-vis de... Oui, bien sûr, puisqu'il faut bien qu'il y ait une mise en œuvre, puisqu'on va partir d'éléments qui sont peut-être disparates et il va falloir avoir ce travail d'harmonisation et d'unification, en tout cas cette écoute d'harmonisation et d'unité. Alors, comment on s'y prend ? La première chose, c'est se détendre. La première chose qui est demandée pour pouvoir commencer à se mettre à l'écoute, c'est de se détendre. C'est de desserrer un peu les pressions au niveau du corps, c'est-à-dire de ramener la conscience sur le corps physique et
de l'écouter dans ce qu'il est véritablement, dans ce qu'il fait percevoir comme sensation, et de laisser de la place à ces sensations pour qu'elles puissent s'équilibrer, s'harmoniser. Et une fois que la structure physique, le chi du corps, parce que quand on dit structure physique, le physique c'est quand même du chi également, et bien quand celui-ci commence à se déposer, à s'harmoniser, alors la perception sur des espaces plus subtils va se mettre en place. Et on va sentir une forme de rayonnance qui va englober l'espace de la pièce, l'espace de l'ensemble des participants, puis s'expanser dans la nature, ressentir quelle est la limite dans la conscience de la perception de l'énergie de la nature, du ciel, de la terre, de l'univers, et jusqu'aux confins de l'univers, sans limite pour la conscience. Et de ce confin de l'univers, de ramener le chi originel et la conscience à l'intérieur de tous ces espaces, à l'intérieur des espaces les plus infimes dans le corps, pour qu'un certain nombre d'échanges et de transformations puissent se produire et permettre un nouvel équilibre. Et donc, il y a une forme d'harmonisation qui se produit au fur et à mesure. Et à la fois, c'est une pratique, souvent elle est mal comprise, enfin, au départ, elle est peut-être pas toujours comprise de manière très profonde, cette pratique. D'ailleurs, certains pensent que même c'est un préliminaire. Mais non, c'est pas du tout un préliminaire, c'est une pratique à part entière. Alors, bien sûr, elle est toujours... On commence par cela, mais finalement, en elle-même, c'est une très, 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 très puissante pratique de Qigong, puisqu'on voit bien que là, la conscience revient sur le corps, revient sur le Qi, et puis la conscience est présente à elle-même. Elle est présente au mouvement, à ses propres mouvements, ne serait-ce qu'à l'écoute des images, de ce qui se passe. Donc la conscience, là, elle est bien fusionnée avec les trois niveaux, et il y a une sensation d'unité, d'entièreté qui apparaît à ce moment-là. Une perception d'unité et d'entièreté qui apparaît à ce moment-là. Donc c'est vraiment une pratique à part entière. C'est pas un préliminaire. 3 niveaux, tu disais? Tu peux le répéter? 3 niveaux, c'est-à-dire la forme corporelle, toujours pareil. C'est toujours une forme, énergie et information. Les trois doivent aller ensemble. En fait, c'est le Zen Qigong, il insiste sur le fait qu'il y a une progression pour réaliser ça. Dans chacun des éléments, il y a une progression. Par exemple, on dit que d'abord, la conscience doit se combiner à la forme physique. C'est très bien, mais comment on fait en fait? Comment ça se passe? Eh bien, la première chose, la première étape qui est possible, c'est que la conscience doit écouter, penser le corps, revenir sur le corps. Parce que vous avez tous, et on a tous constaté que bien des fois, le corps, on s'aperçoit qu'il est là quand il nous fait mal, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec une relative indifférence à ce qui se passe au niveau du corps, relative, parce qu'il se fait rappeler de temps en temps à notre bon souvenir. Mais disons que là, l'idée, c'est que la conscience doit penser, fusionner, penser avec le corps. Ensuite, on dit que la conscience doit regarder le corps, l'observer. C'est un peu différent. Il y a une histoire de regard qui est posée sur le corps. Comment je regarde le corps? Est-ce que je regarde le corps comme quand je le regarde dans un miroir? Ou est-ce que je regarde le corps à partir de comment je le ressens? C'est un peu différent. Il y a un corps qui est un corps image, un corps projeté, celui que je vois dans le miroir, dans la caméra, et puis il y a le corps vécu. Et ça, c'est un peu différent. Et la conscience doit se combiner avec celui-ci. D'accord? Et puis ensuite, la conscience, dernière étape, doit pénétrer à l'intérieur de celui-ci et faire un avec. Donc on voit bien que, ne serait-ce que sur l'idée que la conscience se combine au corps physique, il y a déjà des étapes qu'on peut réaliser. Mais la même chose peut se réaliser avec la conscience se combine avec l'énergie, le souffle, le chi. Pourquoi? Parce que la conscience va devoir penser le chi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Mais la première des choses, c'est de se dire « Ah, je fais du Qigong, mais est-ce que je fais du Qigong juste 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures? Puis après, dans le reste de mon existence, le Qi, ma foi... » Et en fait, l'invitation, c'est que la conscience continuellement se remémore, écoute, ressente, s'oriente
vers la perception du chi. Donc, penser les chi. Ensuite, regarder les chi, partout voir les chi. Commencer, voir à travers cette information-là, pour que ensuite la conscience fusionne complètement avec les chi, fasse un. Et c'est pareil au niveau de la conscience avec elle-même. Alors moi, ce que tu exprimes, et puis ça me fait penser, je sors un petit peu du canevas et du cadre que j'avais pensé au départ, mais peut-être que ça sera plus dynamique comme ça. C'est vrai que ces liens que tu fais avec la conscience et avec la pensée, c'est peut-être bon de le rappeler. Enfin, moi, je le dis parce que c'est des choses que j'entends peu dans ces pratiques. J'entends souvent ce que tu dis par rapport au corps et par rapport au sens, ce que, si j'en comprends un petit peu, est en lien aussi avec la présence. Et peut-être on reviendra un peu plus sur ce passage-là, la présence, qu'est-ce que ça veut dire, parce que je pense qu'il y a autant de choses à dire sur le présent ou la présence que sur la conscience. Mais comme étape parce que, comme tu l'as dit, le Qigong, c'est un outil. Donc ça veut bien dire que, en plus, les Chinois le disent très bien dans le Zen Qigong, qu'il y a des méthodes. Donc on voit bien qu'il y a une façon de faire. Et c'est vrai que dans l'évocation du champ de Qi, parce que quand tu le disais, cette mise en présence dans le corps qui est aidée par l'instructeur, il y a un élément, moi, parce que tu le sais, puis je pense que les gens peut-être des gens ne le savent pas, mais je pratique avec Marc depuis quelques années, et c'est vrai que la notion d'imagination aussi, là tu n'as pas énoncé le mot imagination, mais tu as parlé de conscience et de pensée, et c'est vrai que tu amènes quand même tes étudiants à imaginer dans des projections mentales ou dans des projections de comment imaginer le corps ou non. Alors, j'invite à l'imaginaire parce que l'imaginaire est un support pour la conscience et un support pour l'attention. Souvent, l'imaginaire a été assez décrié. Mais regarde tout ce qu'il y a autour de toi et dis-moi, qu'est-ce qui est né sans imagination ? Ah non, mais je vais aller, bien sûr que je vais dans ton sens. Oui, mais non, mais je dis toi, mais c'est de manière générale, c'est pour mettre en avant que l'imaginaire, il a une fonction. Il a une fonction parce qu'au départ, comme on ne sait pas trop où porter notre attention, on va imaginer le Qi comme quelque chose de subtil, comme par exemple une brume lumineuse. Mais ce n'est pas l'image de la brume lumineuse qui est intéressante. C'est qu'en imaginant ça, on oriente notre attention vers un élément qui tout d'un coup, parce qu'on va le côtoyer, quelque chose va se produire. On va dire, mais on n'a pas besoin de tout le temps imaginer. Le Qi, on le sent vraiment. Donc, l'imaginaire, c'est un outil temporaire qui est utilisé pour pouvoir aider à orienter notre attention dans une perspective singulière. Mais après, il faut la dépasser, il ne faut pas s'enfermer sur ça. Alors, elle est juste temporaire, mais elle est importante. C'est un élément important. Comme d'imaginer, de penser, de conceptualiser, c'est important. On ne doit pas s'enfermer à l'intérieur de tout ça, mais c'est des éléments qui sont totalement nécessaires. L'activité de notre mental, notre pensée, est une des activités de la conscience. Et en tant que telle, elle a des avantages incroyables et inouïs, et elle permet de traduire un certain nombre de choses. Il n'y a pas dans l'approche en tout cas dans l'approche qu'on partage du Zen Qigong, quelque chose où la pensée, c'est quelque chose à éliminer. Au contraire. Mais simplement, elle n'est pas le seul élément. Et elle a une fonctionnalité. Elle ne peut pas tout remplacer. Et il y a d'autres choses que cette pensée, je dirais, un peu normative, au niveau de la conscience, qui permettent d'avoir accès à d'autres types d'informations et de perceptions, sans passer par tous ces schémas qu'on a élaborés au niveau de nos organes des sens, de la perception de ce monde. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, bien sûr que si. C'est vrai que en parler, c'est quelque chose. Pratiquer, c'est quand même autre chose. Et puis en parler en ayant de l'expérience, un peu de pratique, l'ayant déjà fait, ne serait-ce que juste l'ayant déjà fait, je pense que c'est déjà différent. Et c'est vrai que moi, parce que c'est des pensées que je peux avoir dans ma pratique. Quand on dit lever les bras, par exemple, on peut effectivement le faire
tout le monde peut lever les bras en l'air, hein. Ouais. Et c'est vrai que on peut aussi sentir ses mains se lever, mais peut-être aussi diriger le chi d'une autre manière. Et c'est la question que des fois je me pose. Comment on dirige le chi? Où sont les manettes qui, qui permettent justement de lever les bras? Justement, les manettes sont... Enfin, c'est la manette fondamentale, c'est la conscience que nous en avons. C'est elle qui va permettre de diriger les choses. Alors, ça aussi, ça demande peut-être une petite clarification. En tout cas, du point de vue du Qigong, de manière traditionnelle, il y a différentes étapes. On dit d'abord que c'est le corps physique qui va aider à guider le Qi, c'est-à-dire en avoir une sensation et lui permettre d'être en mouvement. Et c'est aussi le corps physique qui va aider la conscience à se stabiliser et avoir un support pour observer. Ça, c'est une première étape. Et donc, ça veut dire que toutes les méthodes, toutes les approches, elles peuvent être entreprises à partir de l'attention posée sur le corps. Et finalement, c'est le corps qui guide les choses. D'accord ? Il y a un deuxième niveau de travail. On fait exactement les mêmes mouvements, mais une fois que maintenant, on a une perception du Qi, l'accent va être mis sur le Qi. C'est le Qi qui va mobiliser le corps. C'est le souffle qui va s'expanser et qui va amener le corps physique à se mobiliser et à entraîner la conscience dans son mouvement. Là, le focal est mis sur le Qi. Mais en dernier lieu, c'est la conscience elle-même qui va mobiliser le Qi et qui va mobiliser le corps physique. C'est-à-dire que le mouvement est la résultante de l'activité du Qi et de la conscience. C'est pas juste faire un mouvement pour faire un mouvement, même si celui-ci a un intérêt de poser son attention, de faire circuler un certain nombre de choses. Mais tu vois, il y a vraiment des moyens de l'appréhender, d'appréhender son propre rapport aux choses assez riche et assez complète. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, personnellement, la conscience est quelque chose qui me questionne beaucoup, qui m'intéresse vivement. Mais tu en parles plusieurs fois, on l'a déjà dit. Et là, pour rentrer justement dans le détail et dans la pratique, peut-être illustrer un peu la pratique, je saute un peu des étapes, mais je pense qu'on y reviendra après, parce que je voulais qu'on regarde la joie et le cœur. Mais peut-être on peut le faire juste après. Là, je trouve que c'est pas mal qu'on aille directement sur une pratique que peu de gens arrivent à prononcer comme il faut, qui s'appelle le Zhanzhuang. J'essaie de dire que c'est toujours difficile. Mais la méditation debout... ZZ. Oui, le ZZ, voilà, c'est plus simple, ZZ. Alors, juste une parenthèse, pour le chat, pour ceux qui étaient pas là au début, je vois vos questions. Je les transmets à Marc un petit peu vers la fin. Et donc, vous inquiétez pas, je les lis, je les ai sous les yeux. On va les garder pour un petit peu plus tard. Et donc oui, tu parles de la méditation debout. Et donc tu fais le lien entre cette pratique en particulier et justement la notion de conscience. Et donc après, je continue un peu la question, mais tu parles du développement de la conscience. Voilà, donc comment ce développement de la conscience s'exprime dans la méditation debout ? Peut-être qu'il n'y a pas de développement de la conscience. La conscience est pleine et entière à un certain niveau. Ce qui va se développer, c'est des niveaux d'attention et des niveaux de présence, très certainement. Et qui sont aussi des états modifiés qui va modifier la perception de la conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, le premier angle de travail, dans un aspect structurel, parce que c'est une posture debout où le corps est mis dans une certaine dynamique, qui va donc solliciter l'organisme. Au niveau de l'énergie, du sang, il va se passer des choses. Au niveau émotionnel, il va se passer des choses dans ces postures, puisque rester un certain temps va nous confronter à un certain nombre d'apparitions sensorielles, physiques, de douleur, d'inconfort ou de bien-être, mais aussi d'émotions diverses et variées, et de pensée et d'activité du mental. Alors, tout ça va avoir lieu dans ce travail très simple, structurel. Là encore, on revient toujours un peu sur le même process, c'est que dans un premier temps, ça va être un travail qui va être un travail d'écoute. C'est-à-dire, on va poser d'abord notre attention sur la forme et on va lui permettre de se détendre.
et de rester et d'accueillir, en fait, de rester, c'est-à-dire dans la disponibilité d'accueillir les sensations qui se manifestent et les transformations qui se manifestent. Déjà, être capable d'être à l'écoute de cela. À l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais aussi ce qui se passe autour de moi. Je vous rappelle que ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre entièreté, c'est à la fois nous, intrinsèquement, ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur, mais on englobe ce qui se passe autour. Donc notre attention et notre détente va nous permettre de capter, de ressentir quelque chose de plus vaste. Alors, à travers cette technique méditative, il y a différents courants. On peut s'en servir pour la santé, des gens s'en servent dans un rapport au monde, dans les arts martiaux, et ça va construire ensuite des pistes différentes de travail. Mais toujours est-il que le premier temps, c'est un travail de détente. Ensuite, c'est un travail avec l'intention. C'est-à-dire notre intention, ça veut dire que notre conscience va observer spécifiquement un certain nombre de choses. Par exemple, comment, à l'intérieur du corps, le mouvement de la respiration ou du souffle en général va s'expanser, se condenser dans tout le corps, dans certaines parties du corps, dans des organes, dans des viscères. Comment la conscience va pouvoir pénétrer à l'intérieur et écouter des aspects de plus en plus subtils, de plus en plus fins. Et puis ensuite, toujours pareil, d'aller ensuite ouvrir et se relier dans cette notion d'entièreté, de totalité. Mais je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait que j'ai parlé du développement de la conscience, parlé de prise de conscience un petit peu avant. C'est le niveau zéro de la définition de la conscience. Hein. Donc, Ouais. je veux dire, mais là, de ce que j'entends, c'est que la conscience peut aller plus loin, donc de ce qu'elle a l'habitude, de là où Oui. elle va d'habitude. Oui, parce que d'habitude, on est dans un secteur très conditionné de notre relation au monde. On relationne avec le monde avec des constructions qui sont d'une certaine nature. Et là, on s'aperçoit que ça peut changer, qu'il peut y avoir autre chose. Tu vois, par exemple, dans le travail aussi, il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure. C'est que d'abord, très souvent, la personne, on l'invite à se concentrer sur quelque chose, se concentrer sur une partie du corps, se concentrer sur une sensation. Et on est bien d'accord que la concentration fait appel à une volonté. D'accord ? Dans une concentration, il y a la trace de la volonté d'être concentré sur. D'accord ? Et ça va focaliser la conscience dans certains endroits du corps ou sur certaines sensations du corps. Ça, c'est une première étape de travail. Là encore, c'est intéressant en lui-même. Mais de cet acte de concentration, on va pouvoir évoluer ou en tout cas changer de paradigme pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'observation. C'est pas pareil. L'observation permet à ce que la volonté initiale qui était dans la concentration se détende, c'est-à-dire se relâche. Il y a moins de volonté dans l'observation que dans la concentration d'un certain niveau. Il y a juste tout d'un coup quelque chose qui est toujours présent, il y a toujours la volonté d'observer, hein, mais tout d'un coup c'est plus détendu, c'est plus vaste, il y a d'autres informations qu'on capte et qui changent notre relation qu'on a avec le monde. Et puis après, de cette observation, on peut encore se détendre encore plus loin et arriver vers une forme de contemplation. Dans la contemplation, il y a la présence. Il n'y a plus rien la volonté a tellement diminué pour laisser place à la présence. Et là aussi, ça change beaucoup de choses dans la pratique. Alors, Et ce n'est pas forcément des étapes hiérarchiques, hein, non, mais parfois, il est important de passer par l'un, par l'autre, et puis de savoir quand on est dans l'un ou dans l'autre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le lien que tu fais justement dans ton livre, où le Zhuangzong, la méditation debout, donc apparaît juste après le chapitre sur le cœur, et tu fais ce lien avec le cœur. Je vais proposer à Marc, on avait vu ça un petit peu avant le stream, j'avais quelques citations justement que je voulais lire, et j'ai proposé à Marc d'essayer de lire ces passages de son livre lui-même. Et donc, à propos de la joie,
il y a un petit paragraphe que j'ai demandé à Marc s'il pouvait lire. Alors Marc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous lire le passage que je t'avais surligné tout à l'heure? Très bien. Donc, dans ce paragraphe lié à la joie, c'est le concept de musique du cœur peut être interprété métaphoriquement comme l'expression authentique de soi, la capacité à ressentir et à partager la joie intrinsèque à la vie. Lorsque le cœur est encombré, cette musique est étouffée, rendant difficile la perception de la vraie nature joyeuse de l'existence. Voilà, disons que globalement, la joie dont on parle ici n'est pas la joie qui est conditionnée par des éléments extérieurs. C'est une joie beaucoup plus spontanée d'être, de cette joie intrinsèque d'être vivant. Quelles que soient les conditions qui puissent se produire, et Dieu sait si elles peuvent être parfois difficiles, mais fondamentalement, la joie dont il est question ici, c'est ce qu'on touche quand il y a tout ce travail d'espace, de circulation, d'entièreté qui se déploie. La joie dont il est question là, c'est un peu dans la pratique quand le chi, le sang, la conscience sont totalement libres, abondantes, et que finalement tout peut se produire. C'est pas être indifférent aux choses, mais pas être attaché et fixé aux choses, qui permet de voir leur transformation, et l'expérience amène quelque chose d'extrêmement joyeux, mais c'est une joie qui n'est pas l'émotion d'excitabilité. Ah, super, non, c'est pas de ça vraiment dont on parle. Non, ici tu dis que, tu dis, imaginons le cœur, c'est la citation juste avant, comme un chef d'orchestre dirigeant la symphonie de la vie. Alors, parce que dans la vision de la médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur. C'est le cœur conscience, en fait, hein, c'est pas le cœur organe. Là, dans la médecine chinoise aussi, chaque organe, finalement, représente une partie de notre activité consciente. Bon. Et le cœur va représenter cette notion et cette émotion d'expression de la vie qui rayonne, quoi, qui est joyeuse, qui est l'empereur. Mais c'est lui qui prend des décisions, l'empereur, hein. C'est une conscience très claire, hein. C'est pas une inconscience, hein. C'est une conscience très claire, mais elle est ouverte. Et donc, quand ça c'est très libre, c'est très fluide, ça peut rayonner. Et puis il y a les nuages. Les nuages, c'est tout ce qui vient entraver, c'est tout ce qui vient alourdir, c'est tout ce qui se superpose à cette joie d'être, qui devient conditionné. Je pourrais être heureux si jamais j'ai telle ou telle chose. Je pourrais être heureux si jamais j'avais pas telle ou telle chose. Tout ça vont venir alourdir, hein, notre joie intérieure, et même nous en couper totalement, hein, d'ailleurs. Oui, parce que tu fais cette distinction entre joie intérieure et joie extérieure. Ah, ouais, joie intérieure, c'est pas tellement le bon terme, c'est plutôt la joie d'être, le truc. Parce que tout d'un coup, quand il y a une réalisation qu'on n'est plus séparés, que quelque chose est plus vaste, t'es en joie parce que tu vois les autres aussi, là, ça se passe bien, tout le monde est heureux. Enfin, il y a quelque chose qui se manifeste de manière fluide et harmonieuse. Oui, mais pour recentrer le propos sur le Qigong, parce que c'est un outil qui propose justement une voie, une manière de là, quand tu parles de la joie, on comprend bien dans tes propos puis dans ton ouvrage que c'est plus que le plaisir, justement. C'est quand même un but. Et après, on va encore une fois peut-être rentrer plus de détails si on a le temps, quand tu parles de l'authenticité, ou plutôt de l'identité du soi, hein, parce que là, on parle de joie, peut-être joie intérieure ou extérieure, mais après, tu parles de soi, du soi intérieur aussi. Quand tu passes au chapitre et que tu proposes la méditation debout, c'est comme un outil qui permettrait justement de se connecter. Voilà, disons que globalement, cet outil-là va comme d'autres, hein,
peut servir de, de manière de se désencombrer finalement, de pouvoir être présent à ce qui est vécu dans cet instant, sans rajouter des choses, sans rajouter de l'émotionnel, et de voir que derrière ça, il y a quelque chose qui transparaît véritablement de plus vaste, quoi. Et cet outil-là est parfaitement adapté. Il a une très grande simplicité et il nous ramène face à nous-mêmes de manière très, très, très puissante. Toujours pour aller dans le sens de la méditation debout et de peut-être aller encore plus loin dans de ce que la méditation en général, je pense que c'est pas que debout, mais on part de cette pratique-là. Mais tu parles de métamorphose aussi, et la métamorphose en prenant le point de vue d'une notion que tu as, enfin, qui est nommée Chiroi. Mm. Et pour continuer dans la lecture, donc je t'avais donné aussi un passage à propos du Chiroi, et c'est dans le chapitre, on verra justement juste après, de l'état de Qigong. Voilà. Et ici, tu introduis Qiroi en exprimant le caractère roi. Ouais. Donc, je prends quelques instants pour citer un passage. Oui, ou tu peux nous l'expliquer en lisant aussi, parce que c'est vrai que là, on est sur un passage qui peut être un peu dense. Alors, le caractère roi signifie métamorphoser, changer ou évoluer. Donc, il suggère un processus de changement, de métamorphose ou de conversion d'un état dans un autre. Dans un contexte philosophique ou spirituel, roi implique un processus de raffinement ou d'élévation. L'idéogramme roi, je m'arrête là, juste ça, sur la métamorphose, c'est que dans son pictogramme, il y a un changement radical d'état. C'est-à-dire que ça représente en général, on dit traditionnellement, un homme debout et un homme couché. C'est un vrai changement d'état. Et parfois, il peut être subi. Il y a d'autres termes qui sont plus appropriés pour parler de la transformation progressive, qui peut aussi advenir, mais on insiste sur le fait que là, il est possible que, en dehors de l'espace et du temps, il y ait une transformation d'état qui puisse se produire. Ça veut dire que les choses peuvent changer, non pas comme on les imagine dans un processus de temps très long, mais parfois de manière extrêmement abrupte et radicale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer de phase. En fait, c'est ce que ça veut évoquer. Là, ensuite, je continue un petit peu justement ce que tu as écrit. Tu dis Chiroi est donc un état où le pratiquant expérimente une connexion et une interaction profonde avec son énergie interne et les chi de l'univers. Bon, tu en avais parlé tout à l'heure, et c'est un processus de transformation où le chi personnel de fond s'harmonise avec le chi cosmique. Donc tu dis cette fusion conduit à un sentiment d'unité avec l'environnement, une sensation d'être en phase avec le monde naturel et ses rythmes. Voilà. Donc... Oui, c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, et on en a un peu parlé, c'est qu'il y a une forme de plénitude, de perception de cette unité, du fait qu'on n'est pas séparés en tant qu'individu. On a notre individualité, c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de plus vaste. On sent qu'on est interrelié à cet environnement, que non seulement on est interrelié, mais qu'on est constitué de celui-ci, et qu'il y a une forme d'harmonie très, très puissante et qui change l'existence. Tout d'un coup, ça me fait penser un petit peu ce qu'on dit aussi, certains disent, au niveau de l'alchimie, je fais une petite digression, c'est pas si loin que ça, mais il paraît que, la réalisation, ce serait finalement de réaliser qu'on est dans toute chose et que toute chose est en nous. C'est cette notion d'unité. La réalisation, c'est réaliser qu'on est dans toute chose et que toute chose est en nous. Et là, tout d'un coup, se pose de vraies questions. Qu'est-ce qui nous manque ?
Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien, c'est terminé. On fait partie d'un ensemble, la vie se joue, c'est très beau, on fait partie de ce jeu-là et c'est très bien ainsi. Il n'y a plus de tension à perdre quelque chose, à acquérir quelque chose. Les choses se manifestent et il y a une certaine forme de jouissance et de justesse à ça. Je pense qu'on peut, pour aller un peu plus vite, parce que ça fait déjà 1 heure en fait, hein. Ouais, et puis parce qu'il faudrait voir si les personnes qui sont, oui, surtout, oui. qui sont toujours là ont des questions. Merci. Peut-être, alors, c'est très vite, je ne sais pas si tu peux très vite nous parler de 3 choses que j'ai notées quand tu parlais de comment la médecine chinoise et justement le Dinan Qigong exprime la notion de conscience. La première, c'était, et je pense que, enfin tu me diras, mais c'était le Xin-Chi Shen, tu dis le fond de la forme, du souffle et de la conscience. Puis tu appelles tu parles du Run Yuan Chi. Et plus à la fin, tu ramènes sur la notion de Shen en médecine traditionnelle chinoise. Et tu finis par le Yi Yuan Ti. Alors, je sais pas, peut-être que ça, Bon. on voit trop de choses d'un coup là, mais Oui, alors le terme Sun, Shen, c'est la conscience, c'est aussi la conscience éclairante, la conscience individuelle. C'est la conscience que l'individu va acquérir par l'ensemble des informations qu'il va capter dans son environnement naturel, mais aussi dans sa construction éducative, sociale, qui vont faire de lui un individu avec un rapport au monde singulier. Mais cette conscience individuelle, pour la médecine traditionnelle chinoise, cette conscience éclairante, qui est nourrie par nos organes des sens, comme je le disais, prend racine dans quelque chose d'une préfiguration de la conscience, qu'on appelle le Run, et qui va avoir certaines qualités, ou certaines potentialités. C'est-à-dire qu'on ne vient pas tous avec la même capacité à s'émouvoir, avec la même capacité à appréhender le monde de manière mathématique ou conceptuelle. Et aussi, on n'a pas tous le même sens. Il y a des gens qui ont un sens très aigu de la loyauté, des aspects moraux un peu de la société. D'autres avec des aspects très sensibles, des musiciens, des artistes très forts. Et ça, c'est un potentiel qui va, au moment de la naissance, va être la toile de fond qui va constituer la conscience éclairante, le Sun, et qui va pouvoir trouver expression ou pas vis-à-vis de l'environnement et tout au long de la vie de l'individu. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment cette manière dont on va arriver avec certaines de nos singularités et qu'il va falloir petit à petit laisser non seulement s'exprimer, mais peut-être aussi ouvrir et faire en sorte de ne pas s'enfermer dans un certain nombre de concepts qu'on a construits à l'intérieur de cet espace que la conscience éclairante, le Shen, met en œuvre dans notre existence. Pour ceux qui sont curieux d'en savoir un petit peu plus, alors ça clippe un peu beaucoup. Oui, là on voit un petit peu mieux. Ici, justement, si vous regardez le sommaire la table des matières à la fin de l'ouvrage de Marc, vous avez tout un développement autour justement du chapitre. La conscience Shen, où tu parles du Run, du Po, du Yi, Zi, Shen. Et il y a une possibilité, si ça vous intéresse, justement, d'avoir une première approche de cette conception de la médecine. Là, c'est la médecine traditionnelle chinoise, on est d'accord. Tout à fait, ça c'est bien vu sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise. Bon, en fait, pour faire simple, parce que malgré qu'il y ait des termes chinois, malgré que ce soit lié à la médecine traditionnelle chinoise, bien évidemment, mais il y a quelque chose de très contemporain et qui est aussi accessible pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a certaines spécificités, on a bien certaines qualités, on a bien certains conditionnements qui vont nous donner un rapport au monde d'une certaine qualité. Mais même si on vient avec ces formes de préfiguration, eh bien, notre vie nous permet d'évoluer. Et peut-être qu'il y a certaines constructions qu'on va mettre en œuvre pendant un certain temps de notre vie et qu'on va devoir ensuite abandonner pour ouvrir vers autre chose. Et c'est peut-être ça dont il est question dans la conscience éclairante quand on parle de son évolution.
Et le Qigong est un outil habile pour nous permettre de réaliser nos attachements, nous permettre de réaliser notre manière de réagir par rapport à ça, la manière dont nos émotions nous affectent ou pas. Et tout ça rend l'expérience de la vie riche, intéressante, surprenante, pas toujours confortable, hein. On en discutait il n'y a pas longtemps, et on se disait que, et ça aussi pourquoi peut-être le mot périple est intéressant, c'est que finalement, ce contact avec cette nature profonde, cette authenticité qu'on cherche à exprimer, à laisser transparaître, ne nous amène pas forcément vers quelque chose de confortable. Le confort et le bien-être, le bien de l'être, sont parfois deux choses différentes. Si on cherche des aménagements confortables pour rester dans une zone de confort qu'on aménage et que il n'y a pas de jugement à ça, c'est très bien. Mais parfois, quand on va toucher des choses un peu essentielles, ça va nous inviter à sortir de ce confort, de tout ça, pour être plus sincère avec ce qui nous habite, ce qui nous sommes. C'est pour ça que tu nous invites dans cette lecture à la notion de soi intérieur, où tu ramènes à justement comment tu poses la question, quelle est ma véritable essence, et tu dis il se dévoile à travers nos interactions, souvent mesurées par des cadres comme celui du Yuan Ti, qu'on n'a pas encore vu, peut-être on n'aura pas le temps, mais où c'est ce que tu dis, c'est que le périple, là, quand tu parlais de la joie, que tu parles de ce soi intérieur, ça veut dire que on va peut-être découvrir des choses et qui pourraient être un objectif de découverte de soi qu'on n'imaginait pas forcément, que ça peut être aussi inconfortable finalement. Oui, parce que cette notion de soi véritable, de soi intérieur, c'est pas évident, parce que c'est justement quelque chose en nous qui est peut-être illimité. Donc chaque fois qu'on va vouloir essayer de le saisir et de l'enfermer dans un truc, on va passer à côté, quoi. C'est vraiment très particulier, quoi. C'est extrêmement présent en nous et c'est insaisissable. La notion d'être, la profonde, elle est naturelle, elle n'a pas besoin de technique, elle n'a pas besoin d'outils, elle n'a besoin de rien. Mais disons que elle ne se laisse pas enfermer dans une définition non plus. Et pourtant, elle est intime. Personne ne nous a appris. On sait tous on est là, d'une certaine manière, d'une certaine forme. Mais essentiellement, ce qu'on est, c'est parfois très délicat à définir. La nature d'être, c'est délicat. Est-ce que c'est un petit peu ce qui est représenté derrière le terme de Yuan Ti, justement? Alors, dans un sens intrinsèque, Yuan Ti, à proprement parler, dans le domaine du Zen Qigong et dans la vision globale, c'est qu'on dit que l'activité cérébrale, elle aussi, a un champ d'énergie. Les cellules cérébrales ont un champ de fonctionnement, d'énergie, d'accord, de Qi. Et ce champ de Qi des cellules cérébrales, il est plus ou moins harmonieux. C'est-à-dire que les conflits internes, les concepts, tout ça peuvent finalement opacifier ou désharmoniser ce champ de Qi-là. Yuan Ti, c'est quand ce champ de Qi de la sphère cérébrale devient totalement pacifié et harmonieux. Tout d'un coup, il devient le miroir de la perception de l'unité, de la totalité, de toute l'information de cet univers. Donc, ça ouvre à des capacités d'entendement et de compréhension totalement différentes. Ça fait rentrer dans un état de perception et d'entendement du monde qui n'est pas un état habituel. Et ça, c'est ce qui fait que tout d'un coup, ça va changer aussi le champ de Qi tout autour, ça va informer la matière, ça va changer des choses, et qu'on va pouvoir voir se dérouler ou se manifester des choses qu'on n'aurait pas pu voir se manifester si on n'avait pas changé de point de référence à ce niveau-là. Donc, c'est encore une fois, c'est une manière peut-être de nous permettre de cheminer
dans une direction. Et là, ce que tu évoques, c'est que si ces cellules qui sont au niveau du cérébral, sans parler du cérébral, tu parles du cerveau, mais ça veut dire qu'elles sont, tu dis, plus vastes que nous, finalement. Elles nous relient à quelque chose de plus grand, mais c'est quand même à travers nous qu'il faut aller le chercher. Oui, c'est-à-dire que c'est à travers notre support, dans notre matérialité. C'est-à-dire que si on reprend, on va pouvoir dire dans le Qigong traditionnel, on dit que cette unité-là, c'est le Tao, d'accord? Indicible, innommable. Ce Tao va produire un certain nombre de substances, va produire un certain nombre de choses qui vont créer la nature, l'apparition du monde naturel, l'ensemble du vivant, d'accord? Avec tous les êtres qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Et à l'intérieur de celui-ci, eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, on apparaît également. Et nous, en tant qu'êtres humains, notre verticalité, peut-être, notre position dans cette nature-là, va permettre à notre conscience, à notre cerveau, de pouvoir peut-être avoir cette activité de Yuan-Ti qui peut devenir extrêmement subtil et se mettre à la même fréquence que finalement l'univers, le Tao, et en avoir les informations. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de faire partie de cette grande... tout consciemment, quoi. Je pense entendre ce que tu veux, ce que tu veux dire. C'est une des propositions. C'est une des propositions. Oui, mais je pense que voilà. Globalement, non, mais c'est bien justement de recentrer le propos autour du Qigong, c'est du Zinen Qigong, mais du Qigong comme cet outil qui permettrait justement peut-être d'aller quelque part, même si on ne sait pas exactement où. Mais un outil c'est utile. Et en tout cas, moi, j'essaie de l'entendre comme ça. Tu l'enseignes, j'imagine, c'est quand même pour ça aussi, quoi, pour donner la possibilité à tes élèves de trouver ce que j'entends dans tes propos, hein, en eux-mêmes, finalement, ce chemin-là. Et là, comme il est déjà 20h12, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. C'est un peu abrupt comme ça. N'hésitez pas. Hein. Tout à l'heure, on avait une question sur l'imagination de Équilibre 971 qui nous demandait, qui te demandait imagination ou visualisation en tant que concrétisation de l'imaginaire. Point d'interrogation. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si la visualisation ou l'imaginaire est juste sur un plan mental, d'image, de conception, c'est rarement suffisant. Ce qu'il faut, c'est que c'est un support qui va s'associer à un ressenti, à un perceptif, à quelque chose qui va être engageant dans tous les plans de l'individu. Et à ce moment-là, il est transformateur. À ce moment-là, il devient transformateur. Si c'est juste un imaginaire, il peut rester totalement stérile, il peut rester au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'avoir une expression énergétique sensible pour pouvoir réaliser, pour pouvoir se manifester. Ça ne peut pas rester au niveau, c'est pas juste de la pensée positive, quoi, ce que je veux dire par là. Ça aussi, c'est un peu une erreur et comment dire, un peu un endroit un peu compliqué parce que les gens juste pensent à l'univers, je suis dans l'univers, ah là là, mais c'est pas suffisant. Je pense c'est bien de le penser déjà, c'est pas mal, ça mange pas de pain, c'est pas... mais c'est loin d'être réalisateur. Je veux dire, il y a quelque chose qui doit être transformateur à l'intérieur de ça. Mais je pense que tu l'exprimes très bien justement avec à la fois la simplicité de la pratique du Zinen Qigong, parce que quand tu parles de Zhuangzong, de la méditation debout, on est dans une forme simple, mais tu présentes aussi la complexité de la recherche qu'on peut avoir derrière justement la recherche personnelle d'atteindre finalement. On n'a pas parlé de l'état de Qigong, mais il y a un état, tu as parlé de la joie quand même, ça reste un état, tu en parles comme un état. Et donc, c'est vrai que à la fois, il n'y a pas de réponse
Enfin, il n'y a pas de réponse claire. C'est voilà, la vie, c'est Il n'y ça, a pas non? une petite définition absolue qui donnerait le truc, ah bah t'es comme ça, tu vas devenir comme ça, et tu vas voir, non, c'est pas ça le truc. Ça peut Non, pas être ça. Mais ça mais peut être une compréhension profonde des mécanismes du vivant et de comment on s'insère à l'intérieur d'eux et comment on trouve l'harmonie avec eux. Il y a vraiment quelque chose qui est important parce que c'est la place de ce que nous sommes dans notre monde et dans le monde dont il est question là. Mais oui, mais justement, je pense que tu l'exprimes très bien en nous montrant que le chercheur, s'il veut, il y a de la matière. C'est quand on regarde la médecine chinoise, quand on regarde aussi les propos du Zen Qigong, et tu parlais de son créateur, Pang Reming, qu'il a développé finalement une voie qui peut être complexe si on est intéressé aussi à aller voir dans le subtil. Donc, enfin voilà, je pense que voilà, ton livre, à mon avis, c'est un Qigong du Qigong, vu qu'il donne lui-même, ça peut être lui-même, à mon avis, un outil qui permet de... Ça, et si ça peut permettre un petit peu... Voilà, donc j'ai pas le nombre exact de personnes, j'ai quelques noms dans le chat. C'est encore une fois, là on va boucler, on va terminer l'interview. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Je vois quelques noms que je connais dans le chat, donc n'hésitez pas. Alors après, peut-être vous connaissez déjà Marc, vous avez déjà... Oui, ceux qui me connaissent peut-être... Voilà, mais voilà, toutes les questions sont bonnes. Ouais, j'ai posé des questions qui n'étaient pas forcément mes questions, qui sont là aussi pour éclairer tout le monde. Hein. De toute façon, même si voilà, ces questions m'éclairent aussi, hein, je veux dire, très franchement, je ne vais pas prétendre avoir tout compris, loin de là. Peut-être pour finir, tu proposes, alors là, n'oubliez pas, donc le livre... on voit très très mal. Il faudrait que j'enlève toutes ces options. Mais le livre de Marc est donc... ah si, ce que je peux faire, c'est ça. Alors, une seconde, je vous le montre. Oui, il est là. Donc, si je vais ici... Ça, c'est donc le Qigong à périple au cœur du souffle, pratique de prise de conscience. Ceci, c'est la page du Mercure Dauphinois. Vous pouvez acheter cet ouvrage donc, directement chez l'éditeur, ici l'éditrice en question. Mais on le trouve aussi sur la Fnac, on le trouve un peu partout, Amazon aussi, etc. Voilà, le livre est donc disponible. Je vous oriente tous vers le site de l'entreprise Lirethno. Lirethno, donc lirethno.com, lirethno.com. Vous avez donc la liste des stages, des prochains stages, des formations aussi de Marc et d'Isabelle. Et ici, vous avez donc stage IUNT qui est introspection de la conscience qui est du 11 au 13 juillet. Le stage dans la nature dont Marc vous a parlé, c'est en août, du 15 au 17 août. Et vous avez aussi, vous avez d'autres, vous regarderez. Et simplement pour donner la date du stage d'ostéopathie et Twina, donc, que tu as nommé module 1, lombalgie, qui sera donc en septembre, du 19 au 21 septembre. Outre-Atlantique, du côté de la Guadeloupe aussi, et là-bas aussi va se dérouler un certain nombre de choses. Il y a une formation sur le Zen Qigong qui a lieu, une formation d'Atram aussi qui va se dérouler. Enfin voilà, à tous les amis outre-Atlantique, un grand salut. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents pour cette première sur cette chaîne Twitch. Nous aimerions continuer un peu sur cette forme-là, ou peut-être avec d'autres invités, sûrement même. Et peut-être que j'interviendrai plus dans une forme de dialogue, justement, en tant que docteur en anthropologie, parce que c'est vrai que mes sujets de recherche concernent les pratiques de conscience. Le Qigong, on n'a pas parlé de l'Atram parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais on en a parlé un tout petit peu, précisant que tu étais formateur de l'Atram. Mais il y a beaucoup de pratiques. Tu as parlé de l'ostéopathie, ça pourrait être aussi une très bonne entrée pour le futur. Voilà, on essaiera d'être régulier, on vous informera au mieux sur nos différents sites
les différents réseaux sociaux, parce que voilà, encore une fois, je vous invite à aller sur le Facebook de l'IRETNO, de Marc, d'Isabelle, les Instagram aussi, les chaînes YouTube, puisque Marc propose des pratiques gratuites, donc sur YouTube complètes, sur différentes méthodes, différentes pratiques du Zen Qigong, mais pas seulement du Zen Qigong, et même de médecine chinoise. Vous allez voir que il y a tout un développement que Marc a confectionné, qui sont ses cours de médecine chinoise, certains de ses cours, qu'il a offert quand même à tous, et pour tout le monde et à tout moment. Donc encore une fois, sur YouTube, voilà, faites toutes les connexions possibles, je pense que vous louperez rien du tout. Et puis Marc, je te remercie d'avoir passé un petit peu plus de temps que prévu peut-être Pareil. pour cette interview. C'était Merci. voilà, Merci je pense à toi de nous avoir reçus. c'était très éclairant à la fois pour moi et j'espère pour les personnes en présence. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Marc. Au revoir. À bientôt. À bientôt.